Le studio reçoit aujourd'hui BTP Savoie avec Patrick Requeiro, son président. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Et vous êtes fort bien accompagné avec votre nouvelle secrétaire générale, Florence Timon. Bonjour Florence. Bonjour. C'est le baptême du feu pour vous. C'est ça, exactement. Alors on va vous présenter dans quelques instants. Alors, nouvelle secrétaire générale, BTP Savoie bouge toujours et encore. Oui, bon, c'est un choix qu'on a fait en septembre et là, depuis le 16 mars, donc c'est tout frais. On a beaucoup de plaisir d'accueillir Florence Timon, qui est nouvelle secrétaire générale, mais je pense que le mieux, c'est qu'elle se présente elle-même. Surtout que le programme va être très complet, on aura l'occasion de revenir sur les objectifs 2021. Florence, alors, un petit cursus comme ça pour vous présenter à ceux qui vous regardent? Eh bien, je suis issue de l'entreprise et plutôt de l'industrie en règle générale, avec plusieurs années passées au sein du MEDEF Savoie sur le développement territorial et des relations école-entreprise et ensuite université-entreprise. Vous connaissez bien la Savoie, hein, vous étiez déjà oui. bien présente en Savoie. Qu'est-ce que vous voulez apporter au BTP Savoie? Alors, le BTP Savoie, en fait, est là pour assurer la défense des entreprises, représenter les entreprises du BTP et défendre leurs intérêts au niveau local, régional et national. Voilà. Donc, on veut renforcer l'image et les adhésions, l'image et la défense des entreprises au niveau territorial surtout. Donc, c'est une première semaine où vous découvrez un petit peu l'ensemble de l'équipe et puis j'imagine qu'on aura l'occasion de vous revoir et de parler des actions. Les actions, elles vont être nombreuses en 2021. Patrick Requeiro, on connaît votre sens, je dirais, de l'engagement. L'incertitude est pourtant là, puisque la montagne fait beaucoup travailler le BTP. Et aujourd'hui, la montagne était fermée tout au long de l'hiver. Qu'est-ce qui va nous arriver cet été pour votre secteur d'activité? Alors, je rappelle qu'effectivement, Laurent, vous avez raison de rappeler la montagne. L'industrie de la neige, c'est 51% de l'activité savoyarde à plus de 1000 mètres. Alors, même si on est à Aix-les-Bains, on est quand même tous tributaires, on est tous un maillon dans une chaîne économique. Et s'il y a une qualité qu'ont les Savoyards, c'est la solidarité. On a bien vu que toute politique confondue, toute fédération confondue, on est tous solidaires, bien entendu, à la défense de l'industrie de la neige. Donc ça, c'est important. J'étais un des premiers au mois de mars l'année dernière pour insister à ce que, au-delà de cette crise d'une violence inouïe et inopinée, on ne rompe pas la chaîne des investissements. Parce que si on rompt cette chaîne-là, c'est une crise économique 6, 8, 10 mois après. Alors on a eu la double peine, ce n'est pas un procès d'intention, mais s'il y avait un choix à faire, à décaler d'un an, c'était les municipales. Rappelez-vous, le premier tour le 15 juin, le deuxième le 28 juin. Elle est mise en place des gouvernances, des EPCI et des Comcom au mois de septembre. Depuis le mois d'août, 70% d'appels d'offres en moins. Janvier 2020, janvier 2021, 26% en moins d'autorisation des permis de construire. Ça peut être fatal pour beaucoup d'entreprises. C'est fatal parce que, à bien des égards, donc déjà au niveau de la Savoie, mais il y a d'autres inquiétudes sur l'ensemble. Il y a eu le plan pour bâtir la France 2030, dont la fédération départementale, aura nationale, elles ont toutes été force de proposition pour s'impliquer dans ce plan. Il en est sorti une résultante mitigée parce qu'on donne l'accès, la priorité à la rénovation énergétique. On en a besoin, bien entendu, mais on fait abstraction sur le logement neuf. Et le logement neuf, c'est 50% du BTP. Et on a besoin de logements, d'autant plus lorsqu'on on est dans un département en démographie positive, plus de 4000 personnes par an. Je parle pas de la Haute-Savoie, plus 12 000 personnes par an. On a besoin. Alors, il faut regarder ensuite la densité urbaine, bien entendu. Il faut le regarder avec intelligence. Donc, construire du logement neuf. Je vous rappelle le plan de François Hollande, 500 000 logements par an. On en a 270 000 aujourd'hui. Ce sont les chiffres de 1954, donc on est très, très loin du compte. Et au-delà de la construction neuve, il faut qu'on pense un jour
non pas à mettre 3-4 giratoires, mais à repenser le circuit routier. Aujourd'hui, ça devient infernal dans bien des villes. Ça fait beaucoup de choses qui se bousculent parce que finalement, pendant un an, on a perdu beaucoup de temps avec l'effet Covid, si je puis dire. Et là, on sent qu'il y a déjà des échéances politiques qui arrivent. Et au milieu de tout ça, les entrepreneurs du BTP vont arriver à trouver leur marque. Alors, il y a plusieurs chapitres. Effectivement, là, on sort des municipales. Tout le monde est en place. On a déjà des présidentielles, on est d'accord. Oui, pas que. Les régionales et départementales. Les présidentielles, ça induit des législatives. Ouais. Donc des maires aujourd'hui ont quelques appétences pour se présenter aux législatives, on le sait. Il y a les régionales, il y a les départementales. Donc et ça freine quand même l'économie. Parce qu'aujourd'hui, il y a le poids, la volonté des citoyens. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de vague. Et pendant ce temps-là, il y a un immobilisme patent, il faut bien le reconnaître, qui bloque un peu tout. C'est quoi la solution ? La solution, c'est qu'il y a une adéquation dans le temps. Je prends par exemple la transition énergétique. On ne peut pas faire une transition énergétique à moins de 10 ou 15 ans. Mais le temps politique, lui, il est de 5 ans, voire moins, beaucoup moins. On voit bien aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, Laurent, tout le monde est un peu dans les starting blocks pour X élections. Il faut que, pressé par le pouvoir des citoyens, on pense qu'on va tout faire dans un mandat. Non, on ne pourra pas tout faire dans un mandat. Il faut que tout le monde ait cette mesure-là. Il faut que l'ensemble des citoyens aient cette culture-là, qu'une transition énergétique, elle peut se faire dans la durée, dans la pérennité. Moi, on va avoir les états généraux au mois de juin national. Je vais déposer un mémoire pour justement faire comprendre cette durée indépendamment du temps politique. Et ce qui est aussi désobligeant par rapport aux entreprises, c'est le yo-yo fiscal ou des dispositions justement en fonction de l'alternance politique. Il y a un autre fait aussi, c'est l'emploi, parce qu'il faut s'adapter à ces nouvelles transitions énergétiques. Et il faut aussi un certain temps pour trouver les hommes et les former. Moi, j'ai un exemple tout près. Vous savez que la construction, elle est régie par la réglementation thermique. Vous aviez la réglementation thermique de 2012 qui, là, mettait un frein brutal au chauffage électrique pour passer tout au gaz. Aujourd'hui, on a la RE 2020 qui va être, par la pression des fédérations, actée pour janvier 2021. Mais en un an, c'est rien du tout. Et là, on arrête le gaz. On n'a même pas de substitution. Mais en 2012, pour passer tout au gaz, cela a nécessité un certain nombre, des milliers d'emplois dans les usines. C'est 86 usines, c'est 15 000 entreprises, PME, TPE, qui se sont formées par Calibat, par des certifications RGE, pour pouvoir installer du gaz. Aujourd'hui, ça tombe. Vous êtes en train de dire on efface tout et on recommence avec... Aujourd'hui, le gouvernement est en train on appelle ça du rétropédalage, on va dire ça diplomatiquement, est en train de réfléchir pour voir de ne pas couper cette filière-là tout de suite, parce que c'est à la clé, ce sont des milliers d'emplois. Vous écoutez, on a l'impression que c'est un petit peu la course en avant. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour poser un peu les choses et avoir cette méthodologie? Parce que entre les politiques d'un côté et l'économie de l'autre, et puis le savoir-faire, finalement, les trois se bousculent un peu. Il est souhaitable d'avoir une pérennité indépendamment des alternances politiques. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des ZFE, les zones à faible émission, donc c'est valable pour les villes de plus de 150 000 habitants, Grenoble, Lyon, d'aucuns voudraient l'étendre à Chambéry et à Annecy. Donc là, on dit en 2026, plus de gazelle, plus d'essence. Vous pensez que tous les citoyens qui habitent intramuros à Lyon, tous les commerçants, les artisans auront la capacité financière, même s'ils ont la volonté écologique, auront la capacité financière pour changer leur véhicule. Mais ces zones-là, on a commencé sous la présidence Sarkozy. Souvenez-vous, le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo. Là, on a créé les ZAFA, les zones d'action pour l'air. Ségolène Royal est arrivée, on a supprimé ça. On a créé les ZCR, les zones à circulation réduite. Emmanuel Macron est arrivé, on a supprimé ça, on crée les ZFE. C'est bing-bang à chaque fois. Peut-être que l'année prochaine, on aura une autre signification.
Ça peut pas tenir dans le temps. On peut pas changer le fusil d'épaule tous les 5 ans. Ça, c'est un alarme que vous nous lancez, Au nom de finalement. l'écologie, on a tous conscience, il n'y a pas besoin d'adhérer à un parti écologique pour comprendre l'état de la planète et qu'est-ce qu'on va laisser la planète à nos enfants. Ça, c'est une culture qui a évolué dans le temps. Mais c'est important aujourd'hui qu'on ait un fil conducteur sur 10 ou 15 ans. Donc il faudrait mettre tout le monde d'accord, et ça, il y a du boulot. Heureusement que vous avez de la perspicacité. Alors, revenons à 2021. Il y a des entreprises qui vont bien, d'autres qui vont mal. C'est assez disparate, hein, finalement, les échos. C'est très, très hétérogène. Alors, vous aviez, ça s'est inversé. Vous aviez le bâtiment qui a beaucoup souffert de par ses commandes, des marchés privés dont les gens ne voulaient pas recevoir les entreprises, et on les comprend. Sur le conditionnement, hein, avec la distanciation, quand vous rénovez une salle de bain, vous retrouvez 4 corps d'État, c'est très compliqué de garder les Travailler distances. ensemble. À l'inverse, les TP ont bien travaillé parce qu'heureusement, soutenus par l'ensemble de la classe politique et particulièrement, je rends hommage, par le département, ont lancé des appels d'offres très rapidement, donc qui les ont accompagnés jusqu'au mois de décembre. Mais la section TP, elle dépend entre 70 et 90% de la commande publique. Et là, depuis septembre, août, décembre, janvier, les budgets n'ont pas été votés. Et il y a un trou d'air extrêmement important. Ils ont encore un peu de travail, mais c'est très inquiétant pour eux. On a des sections au sein de notre BTP. On a une section qui s'appelle les IRM, des installateurs de remontée mécanique, qui regroupe l'ensemble des IRM français, pas que en Savoie. Et là, ils sont tributaires exclusivement des investissements montagne. Alors, c'est très compliqué. Là, on a une méandre administrative parce que ils ont plus de commandes. Ils devraient être éligibles aux aides, mais pour être éligibles au fonds de solidarité, il faut remplir des cases. Et dans ces cases, vous avez 109 codes NAF différents. Même la DGFIP s'y perd, qui normalement devrait être extrêmement érudit sur ce point-là. Donc là aussi, on a affaire à une méandre administrative qui est absolument ubuesque à certains moments. 109 codes différents pour les acteurs de la montagne. Le constat est là. Patrick Riquero, quels sont vos objectifs de 2021 pour faire avancer Schlimblick? Les entreprises n'ont plus besoin d'aide, elles ont besoin de commandes. On ne vit pas d'aide, on vit de commandes et de chiffre d'affaires. Donc c'est important qu'à bien des égards, qu'on soit promoteur privé, qu'on soit promoteur de l'État, marché public, on puisse casser ce tempo d'immobilisme qui nous bloque de partout. Alors quand je dis cela, je rends hommage à l'ensemble de la classe politique qui, dans l'ensemble de l'année 2020, a fait le mieux possible, plus que d'ailleurs dans les autres États. J'ai des relations privilégiées avec l'Italie ou l'Espagne. Le PGE n'existe pas. Mais aujourd'hui, on a besoin de commandes pour retrouver de l'activité. On a un autre souci, c'est l'absentéisme, ça c'est clair. On a un autre souci, c'est que dès qu'on va monter en puissance, on aura un problème de recrutement. Par contre, le manque de visibilité nous inquiète beaucoup, parce que là, on est à 1 an pour rembourser les prêts. Le PGE, c'est un prêt, c'est un super dispositif, mais c'est un prêt de trésorerie. C'est-à-dire que vous achetez une villa ou un camion, quand vous avez fini votre prêt, vous avez votre villa, votre camion. Là, quand vous avez fini de rembourser, vous n'aurez plus rien. C'est un prêt pour rembourser une perte. Et là, il faut bien savoir que l'entreprise ne sera pas en capacité de se reconstituer une trésorerie pour rembourser ses prêts l'année prochaine, voire en 5 ans. Je termine, parce que je vous ai d'autres questions à me poser, mais là, les fédérations sont force de proposition pour expliquer au gouvernement, que ce soit le BTP, la CPME, pour expliquer qu'il faut étaler ce remboursement de prêts sur 8-10 ans et non pas en 5 ans. 5 ans, c'est trop court. Ça va fragiliser les entreprises. Est-ce qu'on peut compter sur l'épargne des Français qui a été très forte cette dernière année pour relancer l'économie du BTP? Bien sûr, évidemment. C'est colossal, l'épargne des Français. Vous avez passé 1 an sans rien dépenser, comme partout. Donc ça, mais pour que les gens
dépense, il faut une clé indispensable, c'est la confiance. Si vous n'avez pas la confiance en l'avenir, si vous n'avez pas de projet vous-même, vous ne dépenserez rien. Donc il faut garder il faut qu'on sorte, bien entendu, de cette crise sanitaire, évidemment. Et ensuite, il faut que les gens retrouvent la confiance dans l'économie. La confiance, il faut souligner que ce n'est pas une crise financière par rapport à 2008. 2008 était beaucoup plus inquiétante au niveau finance. Et on en a tiré des enseignements. On a de très bonnes relations avec la Banque de France. 2008 a nécessité des accords de Bâle III qui permettent aux banques d'avoir des fonds propres, qui permettent aux banques d'avoir des réserves, qui permettent aux banques de mutualiser leurs dettes par rapport aux banques centrales européennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'argent, il y a des projets. Il faut la clé de contact pour contractualiser tous ces projets et mettre en place cet argent. Donc vous êtes confiant quand même, il faut juste enclencher un peu les curseurs. On ne peut pas être chef d'entreprise pendant 46 ans si on n'est pas confiant, hein. Ça c'est clair. Ce sera le mot de la fin, Patrick Riquero. Merci Florence, merci, à très bientôt. On aura l'occasion de parler du quotidien des entreprises lors d'un prochain plateau. À très bientôt sur Savoie News.